des 12. Des 12 de Pierrot Atubé sur 105.5. Dimanche 30 juillet 2023, bonjour et bienvenue au D12. Le continent africain achève une semaine marquée par un nouveau coup d'État. C'est le Niger qui a décidé de renouer avec un passé peu glorieux de ses hommes et femmes engagés dans l'armée. Ce sont les hommes de cette armée qui ont décidé de mettre fin au processus démocratique cité en exemple ces dernières années en Afrique de l'Ouest, puisque le pouvoir est devenu un très grand enjeu géostratégique. Ceux qui le conservent, ceux qui aspirent à y accéder, les acteurs politiques, les partenaires occidentaux et les hommes en uniforme se livrent donc à un véritable poker menteur qui sont véritablement pour la démocratie et la stabilité du continent. Plusieurs grandes institutions affichent comme de tradition leur ferme soutien au processus démocratique nigérien et donc africain. Ces soutiens rappellent dans le même temps que dans certaines des grandes capitales du monde, on pense toujours que l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. Comme par hasard, les nouvelles frictions au Niger coïncident avec le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, aux côtés du dirigeant russe Vladimir Poutine, connu pour ses rapports à la démocratie. De nombreux présidents et ministres africains, sur le modèle des sommets France-Afrique, États-Unis-Afrique, Japon-Afrique, la liste est longue. Les Russes se mêlent à leur tour au rude combat que les Occidentaux se livrent sur le continent. Certains observateurs se demandent si ce ne sont pas ces combats-là qui ont fait naître la nouvelle guerre civile au Soudan. Depuis quelques mois, les hommes en armes s'entretuent dans tout le Soudan et les diplomates peinent à raisonner les belligérants. Autour des diplomates du Togo d'apporter leur expertise, Lomé vient en effet d'accueillir un premier round de discussion entre les frères soudanais. Notre pays va-t-il pouvoir réussir là où de grandes puissances ont échoué? L'impossible n'est pas togolais, dit-on, qui vivra verra, comme les associations de défense des droits de l'homme qui ont vu et rappelé ces jours les condamnations successives du Togo par la Cour de justice de la communauté CEDEAO pour des atteintes aux droits de l'homme. 3 organisations de la société civile appellent à sanctionner les tortionnaires. Ces appels seront-ils entendus? Dans le nord du Togo, les populations, elles appellent dans leurs prières au quotidien les terroristes à épargner notre territoire. Malheureusement, ces prières restent pour leurs veines. Combien de Togolais ont déjà perdu la vie dans ce conflit? Combien de vies et de biens sont brisés à jamais? Ces questions appellent d'autres interrogations, surtout en plein processus électoral. Comment la CENI et le ministère de l'administration territoriale vont-ils s'y prendre pour organiser les prochaines législatives régionales dans des régions en proie de l'insécurité? L'insécurité, cette fois sur les routes du Togo, a coûté la vie à 282 personnes au premier semestre de l'année, contre 347 à la même époque l'année passée. Un bon recul, mais toujours insuffisant. Notre invité est de la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple. C'est la première fois que nous l'accueillons avec sa nouvelle famille. Gérard Adia répondra aux questions dans 45 minutes, au 96 50 34 37, et puis 70 43 09 70. Gérard Adia, bonjour. Bonjour à M. Pierrot Atubé, bonjour à vos auditrices et à vos auditeurs. Comment vous allez? Bon dimanche à tous. Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et votre dimanche, comment il se passe? Ce matin, sachant que je devrais venir chez vous, j'ai dû lire un peu les dépêches, les actualités, pour pouvoir me baigner de tout ce qui se passe dans le monde, surtout en Afrique. Et puis également, c'est vrai, c'est le dimanche, il faut prier. Je me suis soumis à cet exercice qui est mon habitude de tous les dimanches. Donc vous êtes préparé pour l'émission, c'est un peu comme si vous allez à un combat. Je sais que l'émission D12 de M. Pierrot Atubé, c'est une émission de très grande écoute. Et donc, ce sont des sujets de très haut niveau qui s'y discutent. Donc, il faut nécessairement avoir les informations nécessaires avant de s'y prêter. Nous espérons tout simplement que votre préparation vous portera chance. Nous allons commencer par... Ce n'est pas une compétition. De toute façon, nous répondrons à des questions que vous nous poserez. Donc, la dernière fois que vous êtes venu ici, vous étiez à la DMK, je rappelle, parce que vous étiez au MPDD et depuis quelques mois, vous êtes devenu DMP. Et comment est-ce que ça se passe, l'adaptation? Parce que quand on passe d'une famille à une autre, comment ça se passe? En fait, ça n'a pas été difficile, le passage, puisque nous travaillons ensemble au niveau de la DMK, la dynamique pour la dynamique Monseigneur Bojro, qui défendait la victoire de 2020 et qui aussi faisait tout pour que tout ce qu'on a pu capitaliser
pendant tout ce temps, puisse être mis à la disposition du peuple togolais pour que le pays avance, que les citoyens avancent et que nous trouvions des solutions politiques pour notre pays. Donc, dans cette dynamique-là, nous avions pensé que l'échéance qui arrive, nous puissions mettre à profit tout le capital qu'on a pu préserver jusque-là. Et donc, nous avions décidé au niveau de la DMK d'aborder ces compétitions électorales. Mais malheureusement, Monseigneur Podjoro n'avait pas accepté que son nom puisse être encore associé à ces prochaines compétitions électorales. Il nous l'a dit. Et puis nous nous sommes dit, ben, c'est pas la peine de vouloir le contrarier. Et tout simplement, nous avons décidé de nous trouver une autre appellation. Et donc, nous avons donc créé la DMP le 10 avril 2023 pour pouvoir aborder les questions électorales sans frustrer notre patriarche, tout simplement. Et donc, étant déjà imbibé de toutes ces démarches, de tous ces environnements dont on est familier, je crois que le passage a été aussi facilement fait, sans trop de bruit, même si ça m'a coûté mon appartenance à mon parti qui est le MPDD. J'ai été exclu tout simplement parce que le parti MPDD ne voulait pas entendre parler des élections. Et donc voilà un peu comment le passage a été fait. Et en fait, est-ce que ça vous a marqué personnellement? Bon, c'est tout à fait normal que si vous avez travaillé dans une famille avec qui vous êtes, vous avez des amis, des gens qui vous aiment, des gens qui peuvent aussi vous combattre, etc. Et si brusquement vous devez les quitter, ça fait toujours un peu du pincement au cœur. Mais l'essentiel n'est pas là-bas. L'essentiel, qu'est-ce que le peuple veut? Nous voulons travailler pour qu'il y ait une résurgence du peuple togolais, parce que là, le peuple est dans la confusion totale. Il faut trouver des alternatives. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'au niveau de la DMP, nous créons une alternative pour que le pouvoir revienne au peuple. Pourquoi? Parce que le système RPT qui s'est transformé, ou bien qui s'est muté en système UNIR, a fait en sorte que le propre système a embrigadé les auteurs de ce système. Je ne sais pas, je vais m'expliquer mieux. Le système a emprisonné ses propres acteurs au point où tout ce qu'ils font aujourd'hui ne vont plus dans l'intérêt du peuple togolais. Même les premiers responsables doivent se dire qu'ils sont fatigués. Beaucoup d'acteurs qui ont cru à ce système à un moment donné sont aussi fatigués aujourd'hui. Et l'avancement du pays pose problème à nous tous. Or, les gens qui sont dans ce système sont devenus prisonniers du système au point où il faut d'autres forces pour venir les délivrer eux-mêmes. Et donc, nous, au niveau de la DMP, nous voulons constituer une alternative, une force alternative qui vienne délivrer non seulement ceux qui sont dans le système emprisonnés, mais tout le peuple togolais, parce que nous avons besoin de l'alternance au pouvoir, nous avons besoin de nouvelles choses, de nouvelles propositions politiques pour notre pays, pour le peuple togolais. Dans cette tourmente-là, en réalité, on peut retenir autour de votre exclusion la dissension profonde qu'il y a eu entre vous et votre ancien, je ne sais pas si je dois dire ancien, mentor, Agbeome Kodjo. On sait que vous êtes connu depuis des années, mais puisqu'on dit jamais, jamais, est-ce que entre vous, c'est définitivement la fin ou c'est la vie, demain vous pouvez encore vous retrouver? Vous savez, nous sommes en politique. Je n'ai rien à reprocher à M. Kodjo. Et si lui aussi, il est dans son état normal, je ne crois pas qu'il trouverait des choses à me reprocher. Dans toute
action politique, il peut arriver qu'il y ait des divergences de vues. C'est ce qui est arrivé. Malheureusement, on n'a pas pu discuter à fond pour se trouver la meilleure voie à suivre par l'ensemble. Et la décision de mon exclusion a été arrivée de façon un peu brutale pour moi, parce que je ne m'y attendais pas, mais je me dis que ça peut arriver. Et donc, il n'y a pas d'animosité entre mon ancien patron et moi-même, je ne crois pas. Il n'y a pas d'animosité, je ne lui en veux pas. Bon, je ne sais pas quel est son état d'esprit par rapport à moi, mais je me dis qu'en politique, on peut se séparer aujourd'hui, se retrouver demain. Il suit son chemin aujourd'hui, je suis mon chemin. Je n'ai pas de choses à lui reprocher. Tout simplement, la vie continue pour chacun de nous. L'exercice que nous sommes en train de faire, ce n'est pas moi, Gérard Adja, qui est... ce n'est pas mon intérêt personnel qui est le plus important. L'essentiel, c'est où est-ce qu'on peut, par où on peut passer pour délivrer le peuple togolais, qui est dans cette situation qui n'est pas du tout confortable. Il faut qu'on arrive à trouver une solution. Donc la recherche de la solution, bien la voie pour la solution, c'est ça qui nous divise aujourd'hui. Mais demain, si nos chemins se retrouvent, bon, tu sais, les grands acteurs comme la Côte d'Ivoire, Gbagbo a eu des problèmes avec Alassane Ouattara, comment il s'appelle, Guillaume Soro. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire, mais ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés, ils ont fait la paix. Donc, je n'ai pas d'animosité quelconque par rapport à mon ancien patron. Aujourd'hui, je suis libre de penser comme je veux. Je peux mener mes initiatives comme je veux. Je peux prendre une direction comme je veux. L'essentiel est que... Donc vous êtes affranchi? Ben, en quelque sorte, parce que si je dis que je réfléchis pour moi-même et dans l'intérêt du peuple togolais, je crois que c'est une forme d'affranchissement. Vous avez dit que, au niveau de l'exclusion, en faisant référence à l'ancien Premier ministre Albert Moukédio, vous avez dit s'il était dans son état normal. Qu'est-ce que vous voulez dire en réalité? Non, je voulais dire tout simplement que si il n'y a pas d'autres influences qui lui disent des choses qui ne sont pas vraies par rapport à moi. Parce que j'ai écouté plein de choses, mais je me dis que bon, si c'est ces choses qui lui ont été rapportées et qu'il aille dans ce sens, bon, tant mieux. L'histoire rétablira la vérité à tout moment. Vous avez écouté beaucoup de choses. Quoi par exemple? Ben, que je serai approché par le pouvoir actuel. Et là aussi, je me dis que nous sommes des acteurs politiques. Et la politique de méfiance ne sert pas notre pays. Il va falloir que des acteurs politiques, quel que soit leur bord, puissent arriver à se parler, à discuter et à se dire les vérités les yeux dans les yeux. Si nous ne sommes pas capables de nous rencontrer, de discuter, de parler de notre pays et de dire à l'autre ce qu'il fait de bien et de mauvais, alors là, nous ne pouvons pas constituer une relève pour demain. Parce que les gens ont fait ces politiques de méfiance durant plusieurs années. Et voilà là où nous en sommes. Il n'y a plus de confiance entre les acteurs. Il y a de la médisance, des choses qu'on ne voit pas. On dit qu'on a vu, et des choses qu'on ne connaît pas. On dit ce qu'on connaît, et puis on s'insulte de n'importe comment. Non, il faut qu'on arrête ça. Non, mais en fait, en réalité, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire tout simplement que là, vous avez pensé que, en tant qu'acteur de l'opposition, vous avez le droit, la possibilité d'aller discuter, de faire de l'amitié, par exemple, avec les gens du pouvoir. Vous savez... C'est ce qui n'est pas vraiment accepté quand même dans notre pays. Oui, ça n'est pas accepté dans notre pays, mais les conséquences, les voilà. Il y a une division, ou bien on sème toujours la division entre des acteurs politiques. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense que, prenons l'exemple des gens de la Côte d'Ivoire.
Ils ont même fait la guerre entre eux. Ils se sont entretués. Mais au finish, ils sont revenus à la table je ne dirais pas de l'amitié, mais de la fraternité. Ils se sont parlé, les yeux dans les yeux, ils se sont dit des vérités. Aujourd'hui, si des grands acteurs politiques dans notre pays peuvent arriver à s'enfermer et à discuter sérieusement, je pense qu'on trouverait une solution pour notre pays. Moi, je ne dis pas que c'est moi qui suis le principal acteur qui puisse le faire. Mais voyons tout simplement le parcours de notre pays. Vous verrez que ça fait pitié de constater que les acteurs ne peuvent pas s'entendre sur un minimum pour que le pays avance. Or, il y a des ressources inestimables dans notre pays. Quand je parle des ressources, c'est des hommes capables de faire de grandes choses. Mais à cause de la méfiance, à cause de l'exclusion, à cause de si je t'approche, bien si tu t'approches de moi, on va dire ceci, on va dire cela. Cela vaut pour les leaders politiques qui ne veulent pas s'approcher de ceux qui sont au pouvoir. Ça vaut également pour ceux qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas s'approcher des acteurs de l'opposition. Et ça tue un pays. Ça tue un pays. Moi, je ne dis pas que des gens laissent tomber leurs convictions. Moi, je suis un homme de conviction. Ce pays peut aller mieux, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça peut aller vraiment mieux. Les Togolais peuvent être plus à l'aise. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il faut que nous créions une alternative pour que les Togolais arrivent à se comprendre et à travailler ensemble, tout en étant dans des logiques différentes. Ça n'exclut pas que nous sommes des frères. Vous comprenez? Nous sommes des frères togolais. Il faut que nous arrivions à comprendre que ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas de mon parti, tu n'es pas de mon, comment appelle-t-on, dans ma vision politique, que tu deviens du coup mon ennemi. Ce n'est pas normal. Il faut que nous arrivions à nous débarrasser de cette mentalité aussi pour que le pays avance. Mais est-ce que depuis là, vous avez pu discuter avec les gens du pouvoir? Est-ce que vous avez noué de nouvelles amitiés, par exemple? Non, pas pour le moment en tout cas. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai eu à discuter avec les gens du pouvoir. Pas encore. Donc, mais je pense que moi, je suis devenu un individu. Ok? Un individu, je n'ai pas une formation politique aujourd'hui. Donc, à quel titre je peux discuter avec les gens du pouvoir? Je n'ai pas une organisation qui me permet de le faire. Justement, votre posture, vous êtes devenu un électron libre après avoir été exclu de la vice-présidence du MPDD. Vous êtes devenu secrétaire exécutif de la DMP. Est-ce que vous pensez, pour un futur proche, créer une structure politique ou rejoindre un parti politique, créer une association? Comment est-ce que vous voyez votre futur proche? Bon, mon futur, je le définis tout d'abord par rapport à la DMP, parce que j'y travaille en tant que secrétaire exécutif, et je fais tout pour que cette coalition que nous avons créée, qui peut accueillir aussi bien des partis politiques, des associations, que des personnalités. Voilà un peu ceux qui peuvent faire partie de la DMP. Donc, je suis dans la DMP en tant que personnalité, mais je peux rejoindre tout parti à tout moment. Je peux rejoindre tout parti à tout moment. Comme je peux aussi créer mon propre parti politique. Mais est-ce que c'est ça la solution aujourd'hui que les Togolais veulent? Je m'interroge. Mais je sais qu'il y a un besoin. Le besoin, c'est que les Togolais ont besoin d'une alternative qui puisse les délivrer. Et je réfléchis à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à toutes ces forces politiques qui existent dans le pays, qui apparemment n'arrivent pas à apporter la solution? Il faut réfléchir à proposer une solution pour les Togolais. Et donc cette réflexion, je crois que je la poursuis. Je la poursuis personnellement. Je discute avec d'autres personnes pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent d'une force alternative qui puisse conduire le Togo à sortir de cette morosité. Vous savez, je suis un consultant en management et dans la gouvernance d'entreprise, mais également dans la gouvernance politique. Je conseille des gens pour comment procéder à des changements. Et donc, pour opérer un changement, il y a trois manières de le faire. Il y a la manière brutale. C'est ce qui se passe au Niger actuellement.
parce qu'ils veulent un changement, ils sont venus avec la force pour imposer le changement. Ça peut se passer dans tout pays, même dans les entreprises. Le principal, comment appelle-t-on, dirigeant peut être sauté parce que sa vision ne répond plus au contexte actuel. Donc on peut le dégager. Mais ça peut venir également autrement. Ça, c'est la première hypothèse, le changement brutal. Et ceux qui ont la force peuvent provoquer ça. C'est le cas du Niger. Mais également, on peut, du fond du système, chercher à provoquer le changement de l'intérieur du système. Et comment on procède? Il faut changer tout simplement de vision et faire adhérer le maximum de gens à cette vision et conduire un processus de changement. Là, il faut que le leader qui veut conduire ce changement-là soit prêt à faire accepter cette vision-là, que nous allons opérer un changement. Et je crois que c'est ce que M. Cheikh Béyoumé Kodjo et Daoukou Péré avaient tenté de faire en 2002 en proposant des changements au sein du RPT. C'est cette méthode qu'ils ont voulu implémenter. Mais malheureusement, ils n'ont pas été compris. Et donc, ça les a coûté ce que nous connaissons. Donc, ce changement-là, on peut l'opérer de l'intérieur pour que les anciens dirigeants puissent changer leur mentalité, puissent changer leur façon de faire et conduire l'ensemble du truc-là à de meilleurs résultats. Mais on peut également trouver une autre solution. C'est que des gens de l'extérieur qui voient que ceux qui sont dans le système n'arrivent plus à s'en sortir, proposent une autre alternative. Et donc, c'est toute ces réflexions, je les fais. Et je discute avec beaucoup d'autres personnes. Et je sais que les temps à venir nous diront davantage. Vous avez dit tantôt que vous pouvez créer un parti politique et qu'actuellement vous êtes là. Peut-être que si vous êtes un acteur sportif, vous devez savoir que nous sommes dans la période de mercato, notamment dans les grands pays. Là, en tant qu'acteur libre, et vous pouvez rejoindre un grand parti politique. Je ne sais pas si ça va être le parti au pouvoir, si ça va être l'ANC, ça va être l'FD, je ne sais pas lequel. Mais si on vous demandait de choisir, vous choisirez quel parti? Non, vous atterrirez où? Non, actuellement, je suis dans la DMP. En tant qu'un acteur politique, je ne dirais pas incontournable. Parce que je fais tout ce que je dois faire pour que cette coalition politique puisse se renforcer et aille gagner les prochaines élections. Je travaille dans ce contexte. Et donc, pour porter le maillot d'un parti politique, ça ne peut être qu'un parti au sein de la DMP. Et donc, je veux conduire... Peut-être la CDPA? Pourquoi pas? Il y a aussi d'autres partis comme la DSA, et puis le NI, le parti le Togo autrement, et autres, qui peuvent me donner un maillot, ou bien un poste à jouer lors des prochaines élections. Donc, par rapport à ça, je n'ai pas d'inquiétude. Mais ma priorité, comment faire pour que la DMP aille gagner ces prochaines élections. Et ça, j'y travaille sérieusement. Bien, merci. Durant cette période-là, on sait qu'il se passe beaucoup de choses en marche vers les élections. Beaucoup d'acteurs font le diagnostic de la situation politique. Et c'est ce qu'on a noté. Et c'est quand même peut-être surprenant pour certains, mais en fait, peut-être dans l'ordre normal des choses, un certain nombre d'acteurs, un peu comme vous, exclus de leur parti politique, notamment Uruapo Chanyao, et c'est un ancien de l'ANC. Ouro Tchatipi, c'est un ancien de PNP. De PNP. Ouais. Et puis Jean Kissi, dont on ne connaît pas véritablement la situation actuelle, puisqu'il est de la branche contestataire au niveau du cas. Et ils ont fait paraître ces derniers temps une tribune pour analyser ce qui se fait ou ce qu'il y a dans le pays. Mais certains ont pensé que vous allez apposer également votre signature. Est-ce qu'ils ne vous ont pas contacté, puisque vous êtes également un exclu? Bon, vous savez, je suis un exclu, mais très vite, je me suis trouvé un gîte.
Donc, moi, je ne me considère pas aujourd'hui comme un électron libre en tant que tel, puisque je travaille dans une structure politique qui se prépare très activement pour les prochaines élections. Donc, je ne suis pas dans le même cas que ceux que tu as cités. M. Jean-Kissi, Ouro Tchanyao Apo, Ouro Tchatipi, bon, je sais que ils se sont mis ensemble la dernière fois pour sortir une tribune. Bon, je n'ai pas été informé. Et même si j'étais informé, mon appartenance à la DMP ne me permettrait pas de m'associer à ce projet. Quoique, bon, ça peut être salutaire. Mais je me dis que ce n'est pas la peine de disperser ces énergies. Aujourd'hui, tous ces gens-là, je pense qu'il y a un regroupement politique qui est là, qui est la DMP. Nous travaillons pour rassembler davantage. Nous travaillons pour, comment dit-on, rassembler tous les Togolais au sein d'une coalition qui puisse porter les Togolais au pouvoir. Quand je dis porter les Togolais au pouvoir, c'est-à-dire que la majorité des Togolais doivent arriver au pouvoir lors des prochaines élections, pas le billet de la DMP. Et donc, je salue leurs actions, je les encourage, mais ils peuvent s'approcher de nous pour que nous travaillions ensemble pour faire sortir ce pays. Donc c'est un appel que vous le lancez là? Ou bien vous le faites la cour carrément? Bon, faire la cour, c'est trop dur. Mais des gens comme Jean Kissi, que j'aime bien, Ouro Apochanyao, oui, que je connais aussi très bien, M. Ouro Tchatipi, avec qui on a déjà fait plusieurs discussions. Je crois que ce qu'ils disent n'est pas étranger à ce que nous faisons au niveau de la DMP. Et donc, on peut toujours s'entendre pour qu'ensemble, nous allions bouter dehors ce système qui est en train d'arrêter ou bien de faire traîner tous les Togolais dans la rue. On écoute de plus en plus ce type de discours qu'il faut traiter ensemble. Et ce n'est pas nouveau aussi, ce type de discours qu'il faut que l'opposition se mette ensemble. Mais comment expliquer que ce discours n'arrive pas à prospérer? Même si on sait que depuis les années 90, il y a eu les codes, il y a eu les fraudes, et l'histoire a continué jusqu'à récemment. Il y a eu la C14, il y a eu la DMK, et là la DMP. On nous annonce d'autres regroupements dans un futur proche. Comment expliquer que tout ça là, au final, n'est pas les résultats escomptés? Bon, les anciens regroupements qui avaient eu lieu méritaient quand même d'être félicités. Mais malheureusement, ils n'ont pas atteint les résultats. Les regroupements d'aujourd'hui arrivent dans un contexte beaucoup plus compliqué parce que les acteurs politiques qui ont fait le chemin jusqu'ici sont, à mon avis, je ne dirais pas dépassés, mais ils sont un peu usés et ils sont un peu fatigués. Et donc, dans ce contexte, chacun se cherche. Parce que s'ils arrivent à, ou bien s'ils remarquent que, ben, écoutez, j'ai fait 10 ans de combat, 20 ans de combat, 30 ans de combat, il n'y a pas de résultat, il faut finalement se trouver une porte de sortie. Je crois que c'est un peu la mentalité de beaucoup d'autres acteurs aujourd'hui. Et donc, ça fait qu'il y a l'individualisme qui priment leurs actions sur le terrain. Ils ramènent tout à eux-mêmes. Ils ne pensent plus aux populations, c'est-à-dire qu'au peuple togolais pour qui ils se sont battus dans les années passées. Aujourd'hui, beaucoup de ces acteurs travaillent pour leur propre chapelle. Et c'est difficile. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui fait que, malgré toutes nos démarches, pour qu'on soit ensemble, pour être forts et mobiliser le peuple dans le sens de la délivrance de notre pays, beaucoup sont réticents. Tout simplement parce que si j'y vais, je perds mon autonomie, je perds, comment appelle-t-on, la façon de travailler pour moi. Et donc, ça fait qu'il y a de la réticence. Mais, il y a quand même de nouveaux acteurs qui arrivent sur le terrain et qui sont mus par l'intérêt général, qui sont mus par... il faut nécessairement que nous sortions de cette situation dans laquelle le pays est plongé. Et c'est pour ça que je parle d'alternative. On a tout essayé. Ça ne marche pas.
Mais aujourd'hui, il faut réfléchir autrement. Pourquoi ça ne marche pas? Ceux qui animent le système qui bloque le Togo, eux aussi sont fatigués. Les enseignants ont souvent aidé le régime en place à frauder les élections. Mais les enseignants ont vu ce qu'on a fait avec eux. Ils ont été traités comme ils ne méritaient pas. Ils ont compris que, au fait, nous servions un système qui ne nous aime pas, ou bien qui n'est pas prêt à nous donner la joie, à nous donner la paix, à nous donner l'avancement. Les forces armées togolaises, bon, je les félicite pour ce qu'ils font sur le fond. Mais également, ils ont contribué à maintenir un système. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que le système est contre eux, mais le système ne leur permet pas de faire le travail comme cela se doit. Et donc, ils doivent se dire aussi que, mais tiens, ce système, nous l'avons maintenu, nous l'avons entretenu, et nous l'avons protégé. Mais en fait, ce n'est pas la solution pour le Togo. Et donc, tout le monde doit savoir que le système qui est en place n'est pas la solution. Il faut que nous arrivions à trouver une autre alternative. Et donc, des acteurs sont en train de réfléchir à ce que le Togo soit sauvé. Et je sais que les jours à venir, les mois à venir, les années à venir donneront raison à ceux qui cherchent cette nouvelle alternative. Sur ce travail, qui est un travail relativement difficile, puisque visiblement difficile, on vous a rappelé récemment, dans un passé récent, que vous, par exemple, vous êtes associé à des campagnes de dénigrement d'une partie de l'opposition. Vous savez de quoi je parle. Est-ce que ce n'est pas des situations qui vont faire ce que visiblement, toutes les initiatives que vous serez amenés à prendre demain pour que l'opposition soit ensemble, que ces initiatives-là tombent à l'eau? Vous savez, moi, Gérard Adja, je n'ai jamais dénigré un acteur politique, de quelque bord que ce soit. Si j'ai des flèches à tirer, je les tire souvent sur ceux qui font qu'on appelle de la corruption. Hein? Ça, je combats la corruption. Ceux qui gouvernent mal, je tire de temps en temps sur les mauvaises décisions. Vous savez, aujourd'hui, la décentralisation que le pouvoir a eu le courage d'enclencher, c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, ce processus ne fonctionne pas comme cela se doit. Et la majorité des maires, qui sont tous de parti unir, se rendent compte aujourd'hui que, mais en fait, ça ne marche pas. Et la façon dont nous aurions aimé travailler, ce n'est pas de cette façon que nous travaillons. Et donc, il y a beaucoup d'amertume à ce niveau. Bon, qui a finalement raison? C'est-à-dire que j'ai démontré très tôt que le fait que l'ANADEM, on donne beaucoup d'argent à l'ANADEM pour aller fonctionner au niveau des mairies, que c'était une mauvaise chose. J'ai dénoncé très tôt. J'ai également dit que l'ANASAP, on peut la transformer en une structure qui dispose des matériels pour aider les communes, pour leurs travaux publics, etc. Bon, l'ANASAP est aujourd'hui comme une structure qui s'occupe de l'assainissement, etc. Mais le rôle qu'on devrait faire jouer à cette institution est plus que ce qu'on... Cette critique-là, par exemple... Donc, je dis, oui. Ça là... Vous avez l'habitude de le faire? Oui, j'ai l'habitude de le faire. Oui, mais en fait, pour donner des idées au gouvernement que, écoutez, nous ne sommes pas du même bord, mais ce que vous faites, vous pouvez mieux faire. Moi, je donne des idées. Je pense quand même qu'aujourd'hui, ils ont compris par rapport à NADEP, parce que les dotations qu'on donne aux mairies aujourd'hui, je crois que celles de cette année ne sont plus allées à NADEP. Si, mais... La NADEP et la NASAP, tout ça là vont rester. La NADEP et la NASAP. Mais vous êtes porteur d'une nouvelle idée, celle de faire ce que l'opposition soit beaucoup plus ensemble. Justement, je vais y revenir. Donc, si je dis tout ça, c'est pour dire que je ne dénigre pas. La DMK n'a pas eu à dénigrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des, comment appelle-t-on, ce ne sont pas des éléments inscrits sur une liste de la DMK qui, ce sont des, je ne dirais pas des auditeurs libres, mais c'est des gens qui sont proches de la DMK qui attaquent.
Vous êtes conscient quand même qu'il y a un souci. Oui, je sais qu'il y a un souci à ce niveau. Il y a eu beaucoup de... Mais comment est-ce que vous comptez résoudre justement ces soucis-là? Non, il faut que les acteurs politiques disent que, en fait, on m'a insulté. On a dit des choses pas bien sur moi, mais ce n'est pas moi qui suis le truc essentiel. C'est pas moi, c'est pas ma personnalité. C'est le peuple togolais. Est-ce que l'insulte qu'on t'a fait, est-ce que c'est plus important que le peuple togolais que nous cherchons à délivrer? Il faut que tout le monde se dise que, mais écoutez, on m'a insulté, mais moi aussi, on m'a insulté. On m'a beaucoup insulté. Mais ce qu'on disait même de moi, ce n'était pas la vérité. Mais j'écoute, je dis, ben, écoutez, si c'est ça qui peut permettre à la personne de se soulager, pourquoi pas? Vous pensez qu'il faut tourner la page donc? Il faut tourner la page. Ok? J'invite tous les acteurs politiques à tourner la page pour que nous travaillions dans l'intérêt du peuple togolais. Travaillons dans l'intérêt du peuple togolais. Et ceux qui se disent que, bon, nous, c'est nous, oui, c'est bien, mais il faut que le peuple soit mis devant. Voilà. Nous allons revenir sur l'actualité nationale dans un instant, puisque vous vous préparez ardemment au niveau de la DMP à aller aux prochaines élections. Mais dans l'actualité africaine, il y a ce coup d'État au Niger qui fait parler, et ce coup d'État qui a surpris dans certains milieux, parce qu'on sait très bien que depuis quelque temps, le Niger est relativement cité comme un modèle de démocratie avec le président sortant qui a transmis pacifiquement le pouvoir à Mohamed Bazoum. Mais est-ce que vous avez été surpris, vous? Beaucoup sont surpris. Bon, la surprise, ce n'est pas à moi d'être surpris. Parce que tout d'abord, vous citez le Niger comme un modèle de démocratie. Je ne crois pas que le fait qu'il y ait une alternance pacifique pour une fois dans ce pays suffit pour qu'on dise que c'est un modèle de démocratie. Je ne crois pas. Depuis toujours, le Niger, il y a eu plusieurs coups d'État, et même les dernières élections présidentielles qui ont conduit le président Bazoum au pouvoir, il y a eu des choses qui se sont faites de façon un peu, je ne dirais pas maladroite, mais injuste, puisqu'ils ont écarté pas mal d'acteurs politiques de l'opposition de cette compétition. Donc on ne peut pas dire que c'est un modèle de démocratie, mais quand même il y a eu pour une fois une alternance pacifique au niveau de ce pays. Maintenant, le coup d'État qui est arrivé, je crois que moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Je condamne qu'il y ait le renversement de l'ordre constitutionnel au niveau de ce pays-là. Ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire qu'on remet 3-0. Mais il y a des coups d'État salutaires, des fois. Vous comprenez? Le Niger, malheureusement, a accepté d'abriter des bases de djihadistes. Ce qui, nous les Africains, nous n'acceptons pas. Nous les Africains, je suis très africain. Je ne peux pas accepter que les gens qui viennent tuer nos populations, qu'un pays accepte de les abriter. Parce que ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, et ce qui se passe à nos frontières également, au nord, bon, il y a un débat là-dessus. Ou bien ça peut se discuter à ce niveau. Ce n'est pas normal que ce soit des gens, ou bien un pays d'Afrique qui abrite les gens qui viennent déstabiliser d'autres pays. Ce n'est pas normal. Donc, ce qui s'est passé pour que le Niger accepte d'abriter ces gens-là, je crois que c'est une faute, hein, si on peut la qualifier ainsi. Et il faut s'attendre à ce que ce qui est arrivé là arrive. Il faut s'attendre parce que nous tous, nous combattons les djihadistes. Ces mouvements des gens terroristes qui déstabilisent les États, il faut nécessairement trouver leur poche et puis les anéantir. Donc le Niger s'est permis d'accueillir ces gens sur son territoire. Non, mais en fait, avec l'appui de certaines puissances occidentales, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Oui, mais en fait, est-ce que si tu arrives là... Est-ce que c'est documenté ce que vous dites là? Dans les premières déclarations des nouveaux dirigeants du Niger, je crois que vous aussi vous avez lu, puisque ce sont leurs déclarations en disant que les bases des djihadistes se trouvent, des poches de djihadistes se trouvent, d'importants postes de djihadistes se trouvent
sur leur territoire. Et c'est ça qui déstabilise les autres pays. Donc ça justifie un coup d'État. Mais pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas accepter que un dirigeant puisse accepter des terroristes sur son territoire pour déstabiliser d'autres pays. Alors nous sommes tous des frères africains. On sait très bien que l'Afrique est engagée depuis quelques années, quelques décennies maintenant, dans un processus démocratique qui n'accepte pas le coup d'État, puisqu'on sait très bien que les coups d'État sont contraires à tous les principes démocratiques. Là, vous trouvez des argumentaires ou des raisons à ceux qui ont pris le pouvoir. Cela peut vouloir dire que demain, on peut assister à de mêmes situations, des mêmes interventions. Vous savez, un peu partout en Afrique, ce que beaucoup condamnent aujourd'hui. Oui, moi-même je condamne le coup d'État. Je condamne le coup d'État, c'est-à-dire que le coup d'État militaire qui est arrivé au Niger, en tant qu'un démocrate, je ne peux que condamner ça. Mais il y a des coups d'État qui ne sont pas des coups d'État militaires. Que la CEDEAO, l'Union africaine, entérine. C'est des coups d'État constitutionnels. Là se pose un problème de souveraineté, de la notion de souveraineté, de la notion de la légitimité. Je voudrais dire que le coup d'État au Niger, bon, nous pouvons penser que c'est une mauvaise chose. Mais est-ce que le peuple nigérien accepte ce coup d'État? C'est là où la notion de la légitimité et de la souveraineté doivent intervenir. Je vous comprends. Aujourd'hui, ce coup d'État est condamné par les grandes puissances, les organisations régionales, les Nations Unies. Comment est-ce que vous comprenez leur Oui, je comprends. position? Le coup d'État est condamné par les Nations Unies, les grandes puissances occidentales, l'Union africaine, la CEDEAO. Mais est-ce que le coup d'État est condamné par le peuple nigérien? C'est ça qui est le plus important. Est-ce que le coup d'État actuel est condamné par le peuple nigérien? J'ai vu des images ce matin, avant d'arriver chez vous, que le peuple est dans la rue, ou bien à la place de la concertation, et c'est une grande foule. Alors ça veut dire que le peuple accepte que ces nouveaux dirigeants viennent pour régler un problème. C'est pour ça que je dis, il faut que nous travaillions sur la notion de la souveraineté et la notion de la légitimité. Parce que quand un coup d'État intervient et le peuple n'est pas d'accord, à ce moment-là, les puissances qui condamnent, votre peuple n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Donc, ce n'est pas normal. Mais si nous sommes en démocratie, quelle est la place des militaires? Est-ce que ce n'est pas dans les casernes? La place des militaires est dans les casernes. Mais les militaires sont des citoyens, comme les autres. Et lorsque, dans un pays, je crois que c'est Royce qui l'avait dit, si l'État démocratique, qui est censé protéger les citoyens, en termes de justice, en termes de sécurité, en termes de tout ce qu'il faut pour que les citoyens se sentent bien, si l'État n'y arrive pas, la seule, ou bien le seul organe, ou bien la seule personne capable de rétablir la vérité, de rétablir l'ordre dans le pays, de rétablir la justice, de rétablir la sécurité, de rétablir l'ordre dans le pays, je crois que c'est les forces armées. Et donc, ce qu'ils ont fait, si ça répond à ce principe, c'est-à-dire qu'il y a du désordre qui est arrivé, il y a de l'injustice qui est arrivée, il y a l'insécurité qui s'installe dans le pays, nous ne pouvons pas accepter que cela soit ainsi. Je pense que c'est normal. On peut partir des coups d'État militaires pour arriver à la démocratie. Cela est arrivé au Ghana. Monsieur le président Rollins était un militaire. Il est arrivé au Ghana. Il a fait un coup d'État. Mais il a rétabli les grands principes démocratiques dans le pays. Et puis, le pays est lancé sur le plan de la démocratie. Je pense que ce que fait le président Assimi Goïta aujourd'hui au Mali est aussi salutaire. Sans oublier le jeune président burkinabé. Dans un instant, les auditeurs vont poser des questions. Mais avant que les auditeurs vous posent leurs questions, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est un véritable recul, ce dernier coup d'État qui vient d'être perpétré au Niger, puisque quand on remonte l'histoire, après les indépendances déjà en 1963, il y a eu un coup d'État en Afrique, au Togo, et beaucoup pensaient que non, mais en fait, les coups d'État, ce n'était pas une très bonne chose. Mais là, en 2023, nous venons d'assister à encore un nouveau coup d'État. Cela veut dire que l'Afrique fait du surplace. Bon, vous parlez de recul, oui, ça peut être perçu comme un recul. Mais si ce recul peut permettre un véritable nouveau départ, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques,
beaucoup de chercheurs qui témoignent que l'Afrique noire est mal partie. Et l'Afrique noire est véritablement mal partie parce que les indépendances que nous avons eues ne sont pas de véritables indépendances. Ce sont des indépendances voilées et ce sont des puissances étrangères qui ont colonisé l'Afrique, qui sont encore derrière ces indépendances en pillant nos ressources. Et les Africains sont arrivés à un point où les Africains ne peuvent pas profiter de leurs richesses et c'est d'autres personnes qui profitent des richesses africaines. Si l'indépendance que nous avons obtenue, la démocratie que nous cherchons à instaurer, ne permettent pas à ce que les citoyens africains puissent profiter de leurs ressources que Dieu leur a données et que quelqu'un vient pour rétablir ces choses, je ne crois pas qu'on puisse parler de recul. Vous voyez? Je ne crois pas qu'on puisse parler de recul parce que on dit chez nous, et nous, on va soi, mieux finir. Non, c'est noté pour vous, Gérard. Je sais quand même qu'en Afrique, dans les milieux politiques, beaucoup de gens condamnent ce qui vient de se passer au Niger. Nous allons voir la réaction des auditeurs dans un instant, puisque c'est le moment de participer à l'émission sur 96 50 34 37 et puis 70. On me dit 70 43 09 70. 70 sur ce seul numéro alors. 70 43 09 70. Si vous voulez participer à l'émission, c'est sur le seul numéro 70 43 09 70. Il y a d'autres auditeurs également qui laissent leurs commentaires sur les réseaux sociaux. Nous partagerons certains de ces commentaires dans un instant. Allô, bonjour. Allô? Allô? L'auditeur qui est en ligne, est-ce qu'on peut l'avoir? En attendant d'avoir cet auditeur, il y a ce commentaire de Kofi Sichope Sopo. Il dit: dommage que tu n'as pas invité ceux qui gouvernent le pays pour qu'on leur pose la question comment ils gèrent le patrimoine commun. Je comprends le sens de la question. Il y a un autre qui m'a écrit inbox et qui dit mais finalement le D12 ne reçoit que les acteurs de l'opposition qui ne comprennent pas. Je comprends. Nous allons encore nous démerder pour voir dans quelle mesure nous allons réussir à faire venir dans nos studios les gens du gouvernement ou les gens qui sont au pouvoir, notamment du parti politique uni. Est-ce qu'on peut avoir cet auditeur? J'ai l'impression que notre ami le technicien il se démène. Sur cette première réaction-là, est-ce que vous avez un mot? Ce que je viens de dire. Je pense qu'il vous appartient à vous d'expliquer aux auditeurs que vous faites beaucoup d'efforts pour faire venir les gens du parti au pouvoir, mais que c'est eux qui n'acceptent pas de se prêter au jeu du débat que nous sommes en train de faire, parce que peut-être qu'ils n'auront pas des arguments pour justifier ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, presque en 8 ans de pouvoir, normalement, ils devraient avoir des communicateurs qui puissent expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Mais pour expliquer, il faut avoir des arguments. Alors, s'ils acceptent, ou bien s'ils n'acceptent pas de venir, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argument. Et donc, le peuple doit pouvoir comprendre que ce que les gens font et qu'ils n'arrivent pas à expliquer, que c'est mauvais. Bien, merci. En attendant, j'ai l'impression que mon technicien a quelques soucis avec les machines. Nous allons continuer cette émission, Gérard Adia. Nous parlions du Niger. On a quand même eu un certain nombre de surprises dans les réactions qui ont suivi ce coup d'État, par exemple du côté de la France, qui dit visiblement que tout n'est pas totalement terminé. On a même noté un conseil de défense extraordinaire convoqué par l'Élysée. Comment est-ce qu'on peut comprendre tout ça, ce type de réaction? Vous savez, le plus grand perdant dans cette affaire de coup d'État au Niger risque d'être la France, le plus gros perdant. Et c'est pour ça que la France se démerde pour que ce qui arrive là ne puisse pas aboutir. Or, je crois que c'est une erreur qu'elle est en train de faire. Il vaudrait mieux pour la France de chercher à réviser sa propre philosophie de gouvernance par rapport aux pays africains. Parce que si tout ça arrive, c'est parce qu'à un moment donné, les pays africains ont compris que leurs citoyens sont négligés pour l'intérêt des pays occidentaux.
Et c'est ça qui amène tout ça. Au Mali, au Burkina, en Guinée. Les gens parlent de sentiments anti-français. Pourquoi? C'est parce que l'histoire nous fait savoir que toutes les richesses du pays profitent aux Occidentaux, alors que les citoyens eux-mêmes peinent à vivre convenablement. Et donc, toute la réaction de la France, moi je pense qu'elle ferait mieux de s'assagir, c'est-à-dire que de revenir à la sagesse. Et les institutions africaines comme l'Union africaine, la CEDEAO, qui aussi, j'ai appris que la CEDEAO actuellement est en session extraordinaire pour le cas du Niger. Et dans un communiqué, je crois que c'est le numéro 10, les nouvelles autorités nigériennes ont dit que l'Union africaine ou la CEDEAO s'apprête à envoyer des forces d'agression du Niger. C'est le terme qu'ils ont utilisé, qui veulent venir agresser le Niger. Et je pense que le terme peut être juste. Parce que de quoi se mêle la CEDEAO? Non, mais la CEDEAO, vous savez très bien. Mais la CEDEAO. Oui, mais la CEDEAO. Le Niger est un pays de la CEDEAO. N'est que victime de ses propres subitudes. La CEDEAO n'est que. Qu'aurait dû faire la CEDEAO? De ses propres. Qu'aurait dû faire la CEDEAO? La CEDEAO aurait dû se comporter mieux depuis très longtemps. Lorsqu'il y a des coups d'État constitutionnels. Parce que si nous en arrivons là, c'est parce que la CEDEAO a laissé passer les coups d'État constitutionnels. Il y a des choses qui se sont passées dans les pays. La CEDEAO aurait pu s'imposer pour dire non, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça parce que les citoyens n'ont pas décidé ça. La CEDEAO a laissé faire les choses. Dans certains pays, maintenant, on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Donc, ce qui se passe là et la réaction de la CEDEAO, moi, je trouve ça un peu ridicule, excusez-moi le terme. La CEDEAO doit comprendre qu'il lui faut un peu plus de sagesse. De même que l'Union africaine. Leur déclaration guerrière là, il faut qu'ils reviennent à la raison. Pour se dire que si le peuple nigérien soutient les nouvelles autorités, ce qu'ils ont eu à vivre par rapport à la situation au Mali, ils vont vivre peut-être pire. Parce que, bon, la France les pousse. Hein, je suis certain que si la CEDEAO, l'Union africaine réagit de cette façon-là, c'est parce qu'il y a certainement des puissances étrangères qui sont derrière elles, qui les poussent à faire ces déclarations. Il y a même des pays africains, je suis certain, si on leur demande d'envoyer des militaires pour aller combattre le Niger, ils ne le feront pas. Parce qu'ils savent que ce sont nos frères africains qui sont là-bas. Les Africains ne doivent pas continuer à servir de bourreau pour d'autres Africains. Ce n'est pas normal. Donc, moi, la France doit vite réviser sa position parce que elle dit qu'elle coupe sa coopération financière, ou bien c'est tout ce qu'elle contribue à faire au Niger sur le plan financier. Si les Nigériens aussi décident aujourd'hui qu'à partir de maintenant, plus d'1 gramme d'uranium ne partira plus pour la France, ils vont dire quoi? Les Français vont dire quoi? Il faut que les gens réfléchissent. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et il est difficile même de l'expliquer. Certains parlent de réveil sur le continent africain. Parce que ce qui vient de se passer au Niger, quand on regarde un peu derrière, il y a eu le Mali, il y a eu la Guinée, il y a le Burkina Faso. Là, c'est la 4e jeune qui s'installe en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous aussi, vous pensez comme certains que nous sommes à un moment peut-être historique dans les rapports que nos pays entretiennent, notamment avec les grandes puissances? Je le pense. Je le pense et je le pense même plus profondément que certaines personnes. Parce que chaque peuple a son histoire. Nous avons connu l'esclavage, nous avons connu la colonisation, nous avons connu l'impérialisme, et le peuple africain a été complètement dépourvu de ses capacités réelles par rapport à tous ces événements. Aujourd'hui, Dieu merci, qu'il y a un réveil, et les peuples africains se rendent compte, mais tiens, on a les mêmes capacités que les autres. On peut faire ce que les autres font. Parce que tout ce qui nous est arrivé là, bon, c'est peut-être les circonstances du moment qui ont permis. Aujourd'hui que nous rendons compte que psychologiquement, mentalement,
nous sommes dotés des mêmes capacités que les autres et que ce qu'ils font, nous pouvons le faire nous aussi, je crois que l'esprit se réveille, hein, que nous sommes capables autant que les autres. Et donc, ce n'est pas la peine que nous nous laissons piétiner. Nous laissons piétiner nos droits, nous nous laissons dominer par les autres. Donc, l'esprit de domination que la France veut toujours avoir par rapport aux pays africains, qu'elle révise ça. Ils ont toujours parlé de coopération. Je pense que c'est le moment de donner un sens véritable à la notion de la coopération. Parce que leur comportement, on a toujours compris que c'est un comportement de dominant. On ne peut plus accepter ces comportements de dominant, mais des comportements de coopération. Je pense que c'est ça qu'il faut adopter aujourd'hui. C'est pour ça que les pays recherchent d'autres partenariats. Hein. Parce que si les gens veulent venir travailler avec nous, mais ont des comportements de dominants, nous n'en voulons plus. Nous voulons des gens avec qui on peut discuter d'égal à égal, gagnant-gagnant, dans l'esprit de coopération. C'est pour ça que le monde même, je pense que là où nous sommes, il y a l'esprit ou bien l'hégémonie de domination, ou bien tout ce qui est arrivé jusqu'à là où c'est une seule puissance qui dit bon, c'est moi qui domine le monde entier. Tout ça est en train de s'éclater. Il y a un monde multipolaire qui est en train de se mettre en place. Il faut que les gens comprennent ça. Ça ne peut pas être réversible. C'est irréversible. Mais quand on vous écoute, vous semblez dénoncer beaucoup plus la France, mais il n'y a pas que la France. Dans les réactions, je ne dénonce pas seulement la France, je dénonce les puissances, des anciennes puissances coloniales ou les Occidentaux qui ont l'esprit de domination. Nous, les Africains, nous ne pouvons plus accepter qu'on nous domine. Parce que beaucoup de richesses dans le monde proviennent d'Afrique. Nous ne pouvons pas disposer des meilleures ressources du monde, mais avec la puissance des forces, comment on appelle militaires, qu'on cherche à nous dominer tout le temps. Je crois que ça doit s'arrêter. Il y a eu cette série de coups d'État qui continue. Malheureusement, on a pensé qu'avec ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce serait la dernière, mais malheureusement, le Niger s'est ajouté à cette liste-là. Et au niveau des différents pays francophones notamment, quelles sont les leçons qu'on doit commencer par tirer? Parce que quand le coup d'État du Mali était arrivé, beaucoup pensaient que le Mali serait le Mali seul. Et puis après, il y a eu la Guinée, et le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que dans les pays francophones notamment, est-ce qu'il y a des leçons à commencer par tirer pour que ces coups d'État-là, on arrive à les endiguer, notamment au niveau des pays sahéliens? Vous savez, ce qui se passe au Niger comporte de grands enjeux. Parce que le Niger constitue le seul pays au niveau du Sahel où les puissances occidentales pensaient s'installer véritablement pour pouvoir coordonner leurs actions. Et si, je dirais, si Dieu aide les Nigériens avec le soutien des autres Africains à s'affranchir des puissances occidentales et à les mettre dehors, comme c'est le cas au Mali et au Burkina, je crois que les puissances étrangères occidentales vont souffrir en Afrique parce que les endroits comme le Mali, le Burkina, le Niger sont très stratégiques pour leurs actions. Peut-être que, bon, aujourd'hui, il y a encore le Tchad qui est encore dans leur bastion. On peut encore comprendre que ils vont pouvoir faire quelque chose à partir du Tchad, mais qui sait? Donc, c'est des choses de grands enjeux économiques. Tout ça là, c'est l'économie qui guide tout ça. Ce n'est pas la force militaire, ce n'est pas ça. C'est l'économie qui guide tout ça. Et malheureusement pour eux, leurs propres turpitudes ont fait que les pays africains commencent par rechercher des partenariats ailleurs. Et ces partenariats-là, que les pays africains cherchent ailleurs, ne vont pas aussi laisser cette proie facile aux pays occidentaux. Je crains tout simplement que tout ça là ne fasse déplacer la guerre de l'Ukraine dans notre sous-région parce qu'il risque d'avoir des affrontements entre des puissances étrangères. La Russie aujourd'hui, à qui certains pays africains font la cour, ne va pas accepter l'hégémonie occidentale.
s'installer définitivement en Afrique. Les Occidentaux aussi pensent que s'ils laissent la Russie rentrer s'installer définitivement en Afrique, ils vont perdre beaucoup de choses. Donc ce sont des guerres d'intérêt. Et ce qui se passe en Ukraine, où il y a une guerre par procuration, ce que la CEDEAO veut faire avec l'Union africaine, risque d'être aussi une guerre par procuration. Bien, merci. Et nous devons éviter cela. Nous venons de passer 1 heure ensemble et les 15 minutes, sur les 45 minutes consacrées aux auditeurs. Visiblement, je crois que mon technicien me dit là que nous ne pouvons pas insérer les auditeurs. Malheureusement, nous sommes désolés. Nous allons continuer l'émission en studio avec des réactions, un certain nombre de réactions d'auditeurs. Il y a Innocent Edem Zoom. Il pose cette question. Bonsoir. Avez-vous des nouvelles de M. Kodjo? Comment se porte-t-il? Quand il parle de Kodjo, il fait référence à Guémé Kodjo. La question, ce n'est pas à moi, mais c'est à vous. J'avoue que depuis le 10 avril, bien un peu avant, je n'ai plus de ces nouvelles. Donc, je ne peux pas répondre à l'auditeur comme il voudrait. Bien, merci. On revient à votre parti, en fait, à votre mouvement, la DMP, qui se prépare à organiser à participer aux prochaines élections. Ce dimanche, par exemple, sur votre agenda, vous êtes ici en studio avec nous. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Je suis certain que je devrais normalement être dans ce studio avec d'autres personnes, notamment Mme Adjamabo, la coordinatrice, mais je crois qu'elle est retenue parce que justement, je crois qu'il y a des activités politiques pour lesquelles elle s'est programmée. Elle ne pouvait pas se libérer. C'est de même que le président de Siagnon qui devrait la remplacer pour qu'on soit à deux, mais lui aussi, il est dans le veau, en train de travailler sur le plan de la mobilisation. Donc nos équipes sont sur le terrain, en train de mobiliser, en train de convaincre les populations. Tout d'abord pour que le moment venu, ils aillent voter, parce que ce n'est pas évident. Les gens peuvent disposer des cartes, mais ne pas aller voter. Donc c'est un travail qu'il faut faire pour que les gens puissent accepter d'aller voter. Le reste, bon, voter pour qui, ça aussi c'est une autre manche. Il y a également tout un dispositif que nous sommes en train de mettre en place pour préparer les prochaines élections. Nous sommes une coalition, donc il faut pouvoir dégager des candidatures pour affronter les autres formations qui vont se positionner. Et donc ce travail-là aussi, il y a des commissions qui s'en chargent. Donc nous sommes en pleine activité politique. Moi-même, je fais du travail de sensibilisation sur le terrain, de mobilisation sur le terrain. Mes équipes sont un peu partout, qui travaillent. Et donc, au niveau de la DMP aujourd'hui, nous sommes engagés pleinement dans le combat pour aller décrocher la majorité au Parlement. Non, mais quand vous dites, vous, personnellement, votre équipe est en train de travailler sur le terrain, cela suppose que j'ai devant moi, là, un futur candidat pour les prochaines élections. C'est très probable. C'est probable, là. Très. Dans le Grand Lomé. Absolument. Pour ces élections-là, vous avez dit que vous avez mis en place plusieurs structures pour qu'au final, vous ayez la majorité. Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux? Pourquoi ça serait prétentieux? Non, mais c'est une question que moi je pose. Non, puisque quand on sait que dans l'histoire politique de notre pays, il n'y a pas les législatives de 1994, les résultats ont été toujours largement en faveur du parti au pouvoir. Vous savez, ce qui s'est passé en 1994 peut encore se passer maintenant. Parce que de 1994 jusqu'à ce jour, il s'est passé beaucoup de choses. Je disais tantôt que le peuple togolais, à un moment donné, croyait que les nouvelles autorités qui sont arrivées par la force des choses en 2005 pourraient faire quelque chose de nouveau par rapport au système RPT qui existait avant. Les gens avaient cru à ces nouvelles autorités. Mais au fil du temps, on se rend compte que c'est un système qui s'est plutôt métamorphosé et devenu peut-être pire que ce qui existait avant. Et la crise sociale que nous connaissons aujourd'hui est sans précédent, dans tous les domaines d'ailleurs. Et en plus de la crise sociale, s'ajoute la crise morale. Il n'y a plus de morale. Vous avez dans les administrations des choses terribles qui se passent. Dans les marchés, dans la rue, partout ailleurs.
notre société est en train d'être détruite moralement. Bon, ceux qui sont encore éveillés et voient tout ça doivent comprendre que non, il y a quelque chose qui se passe de mauvais. Et il faut retourner la situation. Donc c'est dans la perspective de retourner la situation que nous plaçons. Si on vous décrit tout ce qui se passe comme corruption dans ce pays, vous ne pouvez pas imaginer. Si on vous décrit tout ce qui se passe comme amoral dans les administrations, vous n'allez pas pouvoir imaginer. Si on vous décrit tout ce qui se passe dans les, comment appelle-t-on, dans les associations, dans les, chez les, comment appelle-t-on, les structures de base dans le pays, vous ne pouvez pas imaginer. On ne peut pas continuer comme ça. Notre pays ne va pas être le dernier en Afrique quand même. Et donc je pense que sur ça, nous pensons que les Togolais sont en train d'être réveillés pour pouvoir changer la situation. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la grande majorité la dernière fois lors du recensement. La CENI n'a pas voulu communiquer pour permettre aux gens de sortir nombreux, mais elle a été surprise quand les partis d'opposition dans leur ensemble ont appelé les populations à se lever et aller se recenser massivement. Ça a pris, cette communication des partis d'opposition, notamment la DMP et puis les autres, ça a pris et les gens sont allés massivement se faire recenser. Donc c'est un signe que nous pouvons gagner cette élection. Nous pouvons gagner et nous allons travailler pour la gagner. La gagner seule, la DMP, sans éventuellement entrer en coalition avec les formations de l'opposition? La DMP peut toujours accepter que d'autres forces politiques se joignent à nous pour que nous allions prendre la majorité. Nous ne sommes pas fermés, nous sommes ouverts par rapport à toute discussion. Mais nous avons déjà fait beaucoup d'efforts pour que les gens se joignent à nous, mais nous ne voyons pas les fruits de tous ces efforts. Ça ne nous décourage pas pour autant. Nous continuerons à parler avec chacun et lorsque nous serons sur le terrain, au moment des candidatures, lorsque nous verrons que telle autre personne peut mieux faire que nous, s'il faut apporter un soutien, on le fera. Mais si quelque part, d'autres forces aussi n'acceptent pas de se joindre à nous, mais trouvent que nous pouvons mieux faire, nous demanderons tout simplement que, dans l'intérêt supérieur du peuple togolais, que les bonnes places ou bien les bonnes personnes soient positionnées à de bons endroits pour que, au finish, ce soit le peuple qui ait la majorité. Est-ce que votre enthousiasme ou votre ambition à éventuellement gagner la prochaine ou les prochaines élections législatives n'est pas en contradiction un peu avec toutes les réclamations que vous continuez pas à porter, notamment au niveau des recensements qui ont été organisés, notamment au niveau de la zone numéro 1? Venant de votre entourage, on entend toujours qu'il faudrait rouvrir les fichiers et continuer pas à enrôler de nouveaux électeurs au niveau de cette zone-là. Vous savez, en contradiction, non. Nous ne sommes pas en contradiction avec nous-mêmes. Mais ce n'est pas parce que nous sommes prêts et déterminés à aller aux élections que lorsque des choses se passent mal, nous n'allons pas les réclamer, nous n'allons pas chercher à les corriger. Au niveau du recensement, au niveau de la zone 1, bon, tout le monde a constaté que les choses sont mal passées. Le gouvernement même a reconnu que la façon dont les choses se sont passées au niveau de la zone 1 n'était pas normale. Bon, on pensait que avec cette observation du gouvernement, la CENI devra prendre sa responsabilité pour faire corriger les choses. Mais ce n'est pas le cas. Mais bon, nous voulons quand même démontrer que les choses ne se feront plus comme avant. C'est-à-dire qu'on va piétiner nos droits et nous allons nous taire, ce ne sera plus le cas. Non, ce discours-là aussi, c'est pas nouveau. Ne pas se taire, dénoncer, en fait. Bon, je ne sais pas si... Vous avez toujours dénoncé. Oui, nous ne faisons pas que dénoncer maintenant. Nous menons des actions pour faire corriger les choses. La preuve, c'est que lors de notre dernière conférence de presse, nous avons informé tout le peuple togolais que nous avons accompagné des gens, des Togolais, qui ont été privés de leur droit de se faire enregistrer sur les listes électorales. Nous les avons accompagnés. Finalement, bon, il y a eu des tracasseries au niveau des papiers qu'il faut obtenir avant de porter plainte, mais... Les accompagner où?
Apporter plainte où? Apporter plainte Où ça? contre l'État. Et apporter plainte où? Mais nous avons voulu porter plainte au niveau du Togo, des juridictions nationales, mais nos avocats nous ont plutôt conseillé que, mais écoutez, tel que les choses se passent au niveau de la préparation de la plainte, tel que les choses se passent, il vaut mieux qu'on aille directement au niveau de la juridiction de la communauté CEDEAO. Donc, nous avons accompagné cette dame qui est allée porter plainte au niveau de la Cour de justice. Elle s'appelle comment, cette dame? Non, je ne la connais pas de nom, en toute sincérité. Si je la connaissais, je pourrais te donner ça. Peut-être à Nîmes. Mais maintenant, qu'est-ce que vous attendez de la Cour d'Abuja? de Qu'est-ce que vous justice, attendez? nous attendons d'Abuja d'ordonner à l'État togolais de rouvrir les listes électorales pour que ceux des Togolais et celles des Togolaises qui ont été violés dans ces droits, dans leurs droits, puissent aller s'inscrire. Parce que c'est un droit pour tous les Togolais de s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce que c'est dans la prérogative de cette Cour? Oui, bien sûr. Cette Cour est là pour faire rétablir tout citoyen dans ses droits violés. Donc nous considérons que le fait que l'État, ou bien la CENI, a refusé à certaines personnes de se faire enregistrer sur la liste électorale, c'est une violation de leurs droits. La CEDEAO, je crois qu'elle est qualifiée pour pouvoir juger de cette affaire et ordonner à l'État togolais de rétablir les droits des citoyens. Vous attendez les résultats pour quand? C'est deux procédures qui sont engagées. Tout d'abord, nos avocats ont demandé à ce que ce soit une procédure d'urgence. Donc, nous attendons la réponse cette semaine. Maintenant, lorsque la Cour se prononce en disant que oui, nous sommes d'accord pour faire une procédure d'urgence, là, c'est une bataille gagnée. La deuxième bataille, c'est aller se prononcer sur le fond pour dire que ce qui s'est passé est effectivement du droit violé pour cette dame et pour tous les autres Togolais qui sont dans le cas. Et donc, l'État n'a qu'à réparer la violation de ce droit. Donc, c'est ça qui vous donne la certitude que bientôt, si le Togo est éventuellement condamné, que de nouvelles dispositions seront prises pour que d'autres Togolais soient inscrits sur les listes électorales au niveau de la zone numéro 1. Nous ne pensons pas que ça doit être trop difficile pour la CENI de reprendre ça. Nous ne pensons pas, nous ne voyons pas en quoi c'est difficile. Mais si ce n'est pas difficile, pourquoi est-ce que la CENI ne le fait pas? La CENI ne le fait pas tout simplement pour des raisons politiques. Parce que l'engouement avec lequel les populations se sont levées pour aller s'inscrire les a d'abord surpris et les a secoués sérieusement. Ah, mais tiens, si les gens se lèvent comme ça pour aller s'inscrire parce qu'ils ont fait des prévisions, nous avons appris qu'ils ont fait eux-mêmes des prévisions sur des chiffres qu'ils pouvaient atteindre. Et en 2 temps de mouvement, les chiffres ont été atteints largement. Et donc, ils se sont dit, mais tiens, si leurs prévisions ont été dépassées de cette façon-là, ça veut dire qu'il y a un certain engouement et ça ne les arrange pas. Donc, le pouvoir en place, c'est quand les populations ne s'intéressent pas à la chose publique qu'ils sont contents. Et ils font tout pour décourager les gens pour aller voter. Et nous autres, nous encourageons les gens pour que chacun se dise que mais, mon vote compte. Si les gens refusent d'aller voter, ça les arrange. Mais si les gens se mobilisent pour aller voter, ça leur fait peur. Donc, le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est de dire à tout le monde que c'est votre droit, votre devoir d'aller voter. Et si vous n'allez pas voter, c'est que vous êtes en train de cautionner la dictature qui vous brime, qui vous fait du mal, qui fait que vous n'arrivez pas à manger 3 fois par jour, la dictature qui fait que vos enfants ne peuvent pas aller correctement à l'école, vous ne pouvez pas circuler librement, il n'y a pas de sécurité, etc. Cette dictature-là, si vous voulez la faire partir, il y a aussi le chemin qui est le chemin des élections. Il faut aller voter massivement contre eux pour leur donner un carton rouge. Durant ce processus électoral, il y a quand même un certain nombre de questions aussi qui font jour, notamment comment est-ce qu'on ferait pour organiser les élections dans la zone septentrionale de notre pays. Est-ce que c'est des questions que vous abordez au sein de votre mouvement, par exemple? On sait que le fronton nord du Togo est souvent attaqué par des terroristes. Comment faire pour organiser les élections dans cette zone-là? Oui, nous avons rencontré déjà une fois la CENI, les responsables de la CENI, à leur plus haut niveau. Et nous avons évoqué la question que nous ne savons pas comment, tout d'abord le recensement peut se faire dans cette zone où il y a des attaques régulièrement. Ils nous ont rassuré que le ministre de la Sécurité
leur a promis qu'il prendrait des dispositions pour que les recensements soient faits, même pour les gens qui se sont déplacés, là, ou bien les gens qui ont été obligés d'être déplacés. Et les zones où la pénétration est difficile, ou bien n'est pas conseillée, et que des dispositions seraient prises pour que le recensement puisse se faire. Donc nous avons appris ça de la CENI. Aujourd'hui, il se fait qu'il faut aller organiser des élections dans cette zone. Nous avons posé également cette question dans nos revendications. Nous voulons discuter avec le pouvoir pour savoir comment on va s'y prendre pour que les élections législatives ou régionales qui doivent s'organiser puissent être organisées à ce niveau-là aussi. Donc ça fait partie de nos préoccupations. Tout comme d'autres préoccupations qui sont par exemple le découpage électoral. Nous insistons là-dessus parce qu'on ne peut pas avoir des députés à certains niveaux avec 10 000 voix et ailleurs avec 70 000 voix. C'est faire deux poids, deux mesures. Certains députés coûtent 10 000 voix, d'autres députés coûtent 70 000 voix. Ce n'est pas normal. Nous souhaiterions que toutes ces choses puissent être corrigées avant qu'on aille aux élections prochainement. Et puis également, nous insistons beaucoup pour que Lomé, Grand Lomé par exemple, avant c'est les deux préfectures, Aguenivé et Lomé, et Golfe plutôt, qui constituaient le Grand Lomé. Il n'y avait pas avant la préfecture d'Aguenivé. Aujourd'hui que Aguenivé a une préfecture, bon, on ne peut pas composer les listes de Golfe et de Aguenivé au même endroit. Il faut que les deux préfectures soient dissociées et que même si on peut appeler Grand Lomé, il faut que Aguenivé puisse avoir sa liste et Golfe puisse également avoir sa liste. C'est important pour nous autres. La question du découpage électoral est une vieille question, on sait, mais si éventuellement cette question n'est pas réglée avant la tenue du scrutin, quelle va être votre attitude? Est-ce que vous resterez dans le processus? Vous sortirez du processus? Que feriez-vous? Je crois que des gens cherchent à ce que la DMP sorte du processus. Des gens cherchent ça, les gens souhaitent vraiment, et les gens même prient pour ça. Nous ne pensons pas que nous donnerons la chance à ceux qui veulent ça. Mais nous allons nous battre pour que les meilleures conditions soient réunies pour ces élections. Mais ceux qui pensent qu'ils feraient tout pour que la DMP sorte de ce processus, comme c'était le cas en 2018 où on a poussé dehors la C14 pour que nous ayons l'Assemblée nationale actuelle dans cette configuration, je ne crois pas que les gens pourront arriver à nous faire sortir du processus. Il y a cette réaction de Bertin Abouzovi. Il dit merci, monsieur le journaliste, à monsieur Girard qui a fait le diagnostic principal, qui est le fait que tant qu'il y aura des coups d'État constitutionnels, alors les coups d'État militaires ne seront jamais révolus en Afrique, car ce sont les dirigeants valets des anciennes puissances coloniales qui font ces coups d'État constitutionnels. Une réaction à cette réaction? Il approuve ce que vous dites. Oui, c'est une belle analyse et c'est ça la réalité. Tant que la CEDEAO n'arrivera pas à régler les problèmes des coups d'État constitutionnels, il faut s'attendre toujours à ce qui arrive. Il y a cette réaction de Noël Pindra, c'est toujours en lien avec la situation au Niger et votre analyse. Il dit, si demain il y a coup d'État au Ghana, que direz-vous? Si demain il y a coup d'État au Ghana, ce qui est à mon avis très improbable, c'est vraiment très improbable, mais je crains aussi pour mon pays qui est le Ghana aussi, parce que l'actuel dirigeant a eu une tendance France, je ne sais pas comment le dire, une tendance à je ne dirais pas soutenir la France, mais à accepter le diktat et puis les influences françaises. Il faut que, toute raison gardée, nous puissions accepter que tout peut arriver là-bas aussi, mais je ne crois pas que la culture démocratique et la culture de la politique telle que conçue au Ghana puisse permettre encore des coups d'État aujourd'hui, parce que bon, on n'en est pas là pour le moment. Le Ghana, c'est vrai que les choses deviennent compliquées pour eux aussi,
Mais sur le plan des principes au niveau des institutions, je crois quand même qu'il y a des choses sérieuses qui ont été faites par le président Rollis. Parce qu'il a dit que c'est le président Rollis dont je veux parler. Même si un diable, Satan, arrivait au pouvoir, ce n'est pas évident qu'on puisse faire balancer toutes les institutions dans le camp des gens du pouvoir. Et je crois que c'est ce qui se passe au Ghana. On peut compter sur eux. Vous avez dans vos analyses porté beaucoup de critiques sur le pouvoir, notamment togolais, mais ce pouvoir aussi porte des initiatives, notamment vis-à-vis d'un certain nombre de dossiers africains. Il y a une semaine, les Togolais ont réussi à réunir ici à Lomé les protagonistes de la crise soudanaise. Les belligérants étaient au Togo. Le Togo porte son expertise diplomatique là-bas. Quelle est votre réaction et que dites-vous après cette nouvelle initiative? Je ne veux pas rire. Je ne veux pas rire tout simplement parce que nous savons ce qui est derrière tout ça. Mais nous ne pouvons pas tout révéler aux gens. Tout ce qui est derrière, c'est balai diplomatique. Et on cherche à être médiateur par-ci, par-là. Bon, il faut aller fouiller pour comprendre qu'est-ce qui fait courir autant certains de nos diplomates. Notamment notre ministère des Affaires étrangères. Il y a lieu quand même de comprendre qu'il y a des intérêts énormes dans ces démarches. Bon, le Togo est le Togo, mais le Togo peut disposer des intérêts dans les pays où se passent ces crises-là. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais tout ce qui peut contribuer à faire avancer notre pays, on peut soutenir. Mais quand je dis notre pays, c'est le peuple togolais avant tout. Parce que des intérêts personnels pour lesquels certains se battent, ce n'est pas dans l'intérêt des Togolais. Vous comprenez? Donc, ces actions diplomatiques, on peut encore accepter de les soutenir. Si à l'intérieur de notre pays, si à l'intérieur, nous faisons les mêmes efforts pour pouvoir concilier les Togolais, parce que, bon, qu'est-ce qui prouve? Ah oui, qu'est-ce qui pousse à aller chercher à réconcilier les frères soudanais s'il n'est pas capable de réconcilier sa propre famille, ses propres populations togolaises. Nous sommes divisés au Togo. Nous sommes divisés au Togo. Personne ne peut le nier. Et les populations ou les peuples togolais ne suivent plus nos dirigeants. Mais ce qui se passe au Soudan, c'est différent de ce qui se passe au Togo. Si vous dites que... Mais comment on en est arrivé là? Vous dites que nous sommes divisés au Togo, nous ne faisons quand même pas la guerre. Oui, mais nous ne faisons pas la guerre parce que nous n'avons pas l'occasion, tout simplement. Les Togolais ne veulent pas être violents les uns envers les autres, tout simplement. Mais justement, sinon, les gens seraient tentés d'aller prendre des armes pour venir... C'est deux choses différentes alors. Les Soudanais ont l'occasion de se faire la guerre, donc il faut les aider. Il faut les aider à déposer les armes. Ce sont des intérêts étrangers qui font la guerre au Soudan. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas les Soudanais qui sont levés contre les Soudanais. Ce sont des intérêts étrangers. C'est-à-dire toujours les Occidentaux qui veulent se disputer le pétrole qui est là-bas, le pétrole et le gaz, qui se font la guerre à travers les propres frères soudanais. Et donc, si nos pays, ou bien le Togo, veut aller travailler pour réconcilier, c'est certainement aussi, parce que eux aussi, ils ont quelque chose à gagner dedans. Vous voyez un peu? Parce que les Occidentaux, ils passent par tous les moyens pour pouvoir préserver leurs intérêts. Bon, ce qui n'est pas mauvais. Mais il faudrait que nos dirigeants aussi sachent préserver les intérêts des Africains. Et c'est ça, malheureusement, que nous ne voyons pas chez nos dirigeants. On sert les Occidentaux sans pouvoir se servir soi-même. Nous voudrions bien que la diplomatie togolaise puisse faire des efforts chez les autres. Mais... Pour servir les Togolais, pour servir les intérêts du Togo. Pour servir les intérêts des Togolais. Mais faisons également un effort en interne pour réconcilier les Togolais et faire en sorte que les Togolais puissent se regarder en face et se parler en toute confiance. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est ça que je déplore. On va vous écouter sur un dernier sujet. Là, c'est le dernier sommet entre la Russie et l'Afrique. C'est un sommet qui vient de s'achever à Saint-Pétersbourg. Une analyse, un commentaire?
Oui, à propos de ce sommet aussi, nous avons appris beaucoup de choses. Que les pays occidentaux ont tout fait pour influencer les pays africains de ne pas aller à ce sommet, de ne pas participer à ce sommet. Et puis, certains, on leur a autorisé à y aller parce qu'il faut aller savoir ce qui se passe et écouter ce qui se dit là-bas. Tous ces esprits-là, je crois que les Africains doivent comprendre aujourd'hui que la naissance d'un monde multipolaire arrange nous les Africains. Parce que pendant longtemps, nous avons été des peuples dominés. Des peuples dominés, des peuples spoliés, des peuples sur lesquels on ne voyait plus aucun espoir. On a brimé nos droits sur tous les plans. Donc si aujourd'hui certaines puissances peuvent se lever pour essayer d'atténuer un tout petit peu ces effets-là, ces influences des dominateurs, je crois que c'est dans l'intérêt du monde entier que le monde devienne multipolaire. Seulement, ne chassons pas le sorcier pour aller acheter le voleur ou vice-versa. On ne va pas chasser le voleur pour aller acheter le sorcier, comme on dit chez nous. Il y a ça, donc faisons en sorte que les nouvelles puissances avec lesquelles on veut tisser des partenariats, qu'on n'aille pas se donner à eux comme des gens moins chers, chez qui on va encore aller commander. Non. Essayons de faire en sorte que les diplomaties ou bien tout ce qui se fait là profite également en Afrique pour que nos dirigeants tissent des relations de partenariat franches et sincères en termes de coopération et puis en termes de partenariat gagnant-gagnant. Donc c'est tout ce que nous demandons. Donc la naissance d'un monde multipolaire, c'est une bonne chose pour les Africains, mais il faut que nous ayons à l'esprit que c'est l'intérêt des Africains qu'il faut chercher d'abord. Nous devons arrêter toutes ces images que nous voyons, les Africains vont aller se faire tuer dans les mers, etc., les guerres, etc., que les gens nous poussent à faire les uns contre les autres, parce que quand on dit que la CEDEAO va attaquer le Niger, on veut nous pousser à nous tuer. Est-ce que vous y croyez que la CEDEAO va vraiment envoyer Je sais que les Occidentaux vont vouloir pousser la CEDEAO à attaquer le Niger. Mais je sais que la sagesse prévaudra. Parce qu'ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas prendre ce risque. Est-ce que ce n'est pas juste des pressions? Bon, ils ont tenté avec le Mali. Ça n'a pas marché. Avec le Burkina, ils ont été un peu plus souples, croyant que ça va s'arrêter là. Mais malheureusement, c'est le cas du Niger qui vient s'ajouter. Et donc, ils vont vouloir tout faire pour arrêter ça. Donc, ce n'est pas exclu qu'ils poussent leur outrecuidance jusque-là. Mais ça aussi ne marchera pas tout simplement parce que le peuple nigérien est debout derrière leurs actuels dirigeants. Et donc, quand un peuple est debout, vous ne pouvez rien faire. Comme on le dit, qui vivra verra. On va finir cette émission. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'amitié. C'est vrai que je ne vous avais pas prévenu, mais là, sur cette journée, si on vous demandait de penser à un ami, là, en ce moment, à la clôture de cette émission, vous penserez qui? Un ami. Un ami. Vous savez, en matière d'amitié, j'ai eu beaucoup d'épreuves. Et ce qui fait que il m'est arrivé à un moment donné de me demander si vraiment l'amitié, il y en existe encore. Donc, mais il y a des gens avec qui j'arrive à m'entendre. Je ne peux pas parler de grands amis, mais il y a des gens avec qui... Encore ne vous vient comme ça à l'esprit? Non, pas pour le moment. Mes enfants... Ce ne sont pas vos amis quand même. Mes enfants que je prends comme mes amis, bon, je crois que c'est... On vous a compris, aucun ne vous est venu tout de suite à l'esprit. Non, pas vraiment. Merci d'être venu, Gérard Adja. Vous êtes le secrétaire exécutif de la DMP. L'émission que vous venez de suivre sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Vincent Eslas Boga Koudoyor. Nous voudrons nous excuser auprès de nos auditeurs parce que nous n'avons pas pu honorer leur partie chérie, la deuxième partie qui leur permettait de poser des questions. Ce n'est que partie remise dimanche. On se donne à nouveau rendez-vous. Je suis Pierre Roy.